Merci beaucoup pour cette introduction, Monsieur le Ministre. On va parler évidemment toute l'après-midi de ces fameuses V2J, ces charges bidirectionnelles, avec une question générale à travers ces tables rondes. Est-ce que cette technologie peut d'ailleurs changer l'industrie de l'énergie et la mobilité électrique? On aura sans doute des réponses à ce sujet cet après-midi, mais nous allons aussi évoquer d'autres sujets à travers nos tables rondes, le cadre réglementaire, les défis technologiques et l'économie et évidemment l'écologie, puisque c'est sans doute une belle réponse, cette V2J, à tout ce qui est réchauffement planétaire et la façon dont on peut encore mieux se servir de cette énergie qui est la nôtre, qu'elle soit d'après nos centrales ou qu'elle soit éolienne, solaire, ce qu'on appelle la green energy. Alors, ce que je vous propose, pour ne pas perdre de temps, c'est de commencer dès maintenant avec nos premiers invités pour cette toute première table ronde, la table ronde qui va nous accompagner pendant une quarantaine de minutes, à laquelle vous pourrez vous-même participer. D'ailleurs, à ce sujet, vous pourrez me faire un petit signe à la fin de la table ronde de la main et nous descendrons à vos côtés avec un micro pour que vous puissiez poser vos questions auprès de nos invités. Et puis, il y aura aussi des questions Internet qui arriveront. Et je sais que Jalais et toute l'équipe de Covoltis me feront passer les questions, ou Anne. D'ailleurs, je pense qu'on peut applaudir toute l'équipe de Covoltis pour avoir préparé et organisé cet après-midi de conférence. Nous allons commencer avec cette table ronde pour explorer les cas d'usage et les innovations technologiques du V2J. Je vais demander donc à Yasmine Assef, qui est avec nous, consultante chez Afri, de venir me rejoindre, juste à mes côtés, là. Ce que je vous proposerai d'ailleurs, c'est qu'en fonction de votre photo, vous vous mettez juste en dessous. Ce sera plus pratique. Nous allons également demander à Ehsan Emami, évidemment, de nous rejoindre, président et fondateur de Covoltis. Pardon ? Non, tu ne peux pas te tromper de photo. Ah, si, il y aurait Quentin Maître aussi, directeur de développement de chez Drift, qui est avec nous, sans doute le plus jeune de notre table ronde, après moi. Et Axel Nicolas Leménien, responsable département études et innovation, pôle mobilité électrique de chez Enedis. Merci beaucoup à tous les quatre. L'objectif de notre table ronde, découvrir les avancées, les cas d'usage, les défis, bien sûr, et les perspectives du V2J. Alors, je vais tout de suite commencer, si vous le voulez bien, par vous donner la parole. Alors, il y a 3 micros, 2 de ce côté-là, un pour les femmes. Messieurs, vous partagerez les 2 autres, par me parler évidemment de votre parcours. Tu iras où tu veux. Yasmine, un mot sur évidemment ce que vous faites aujourd'hui auprès d'Afri et votre parcours. Je sais que vous êtes très connue, mais ça permettra de bien remettre les choses. Je ne sais pas si je suis très connue, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que je parle V2J dans les différentes conférences et je suis ravie de voir comment les choses avancent. Donc Yasmine Assef, je suis chez Afri Management Consulting. Nous sommes un cabinet de conseil donc suédois. Afri est un grand groupe d'ingénierie suédois qui a une division de conseil. Nous sommes experts en énergie, donc 800 consultants experts en énergie et la mobilité électrique, c'est un des piliers effectivement que l'on adresse. Voilà pour nous et pour moi-même. Donc j'ai fait la plupart de ma carrière. Effectivement, je dois avoir 1 an de plus que Quentin. Donc 25 ans de carrière, plutôt dans le domaine de l'énergie. J'ai fait un passage de 7 ans chez un grand constructeur auto, pour ne pas le nommer, le groupe Renault. Donc j'ai quelques collègues, anciens et nouveaux collègues, enfin anciens collègues plutôt, ici. Et donc j'ai participé effectivement à l'ensemble des activités autour de V2J, qui est, on va revenir dessus, mais un des piliers importants pour la décarbonation du système électrique, au-delà du transport du système électrique. Tout à fait. Et d'ailleurs, Ehsan prendra la parole tout seul à un moment de l'après-midi pour bien appuyer sur ce côté important pour la décarbonation, entre autres, et l'écologie. Ehsan, Covoltis, voilà, 2019, création de cette grande maison qui avance et qui grandit bien. Alors, grande maison, on aimerait que ça soit encore plus grand. Mais en tous les cas, j'ai la chance d'avoir connu Yasmine assez tôt, dès le début de Covoltis, quand on a commencé à travailler ce sujet. J'ai beaucoup appris d'ailleurs en échangeant avec elle. Et donc Covoltis, on se voulait dès le départ, de par ce qu'on appelle la recharge intelligente, d'être un acteur actif dans la flexibilité, dans la recharge bidirectionnelle, sachant que c'est toujours un peu de rêve devant soi. Et c'est ce qui m'a passionné depuis 5 ans maintenant. Et c'est pour ça que j'ai voulu inviter tout ce beau monde ici pour parler d'un sujet, je pense, qui va beaucoup intéressé, dont on va pouvoir parler pendant quelques temps. Quentin Maître, juste à côté, Drive,
Alors, Drive, c'est quoi? C'est Nuvve et EDF. C'est ça, c'est une co-entreprise entre EDF et Nuvve. Et donc l'histoire de Drive, c'est que il y a plusieurs années, EDF s'est rendu compte que les véhicules électriques arrivaient. Et selon la manière dont on allait gérer la recharge, voire utiliser les véhicules comme moyen de stockage, ça allait changer beaucoup de choses vis-à-vis du système électrique, en termes d'intégration des énergies renouvelables, d'utilisation des centrales gaz, etc. Et potentiellement, ça allait avoir des bénéfices assez importants pour l'utilisateur, les consommateurs, et donc aider à accélérer l'électrification. Du coup, fort de ce constat, EDF s'est lancé sur ces sujets-là, sous forme de co-entreprise, et du coup, Drive existe depuis 6 ans maintenant. Et donc, Drive, c'est une plateforme dans le cloud qui se connecte d'une part à des opérateurs de charge, à des bornes de recharge comme celle de Covoltis par exemple, et de l'autre côté au système électrique, et on va optimiser en temps réel par rapport aux besoins des utilisateurs et ce qui se passe sur le système électrique, le processus de charge et de décharge des véhicules. Voilà. Et à vos côtés, le dernier, non pas de la classe, mais Axel Nicolas Leménien, vous c'est Enedis, vous êtes responsable département études et innovation, pôle mobilité. Oui, bonjour à tous. Donc Enedis, gestionnaire du réseau de distribution en France, qui a la particularité d'être un gros distributeur. En France, on a un gros distributeur qui fait 95% du territoire. Et l'autre particularité, c'est que tous les véhicules électriques, à un moment donné, il faut les charger. Pour ça, il faut les connecter à un réseau électrique. Et le réseau électrique de distribution est celui auquel sont raccordés 100% de la mobilité électrique au sens véhicule électrique. Ce n'est pas vrai pour les trains. Les trains, ils sont raccordés au réseau de transport, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les véhicules qui vont pouvoir injecter de l'énergie, ils vont le faire sur le réseau de distribution. D'où le fait qu'on a un rôle hyper important en se plaçant entre les véhicules et puis les acteurs du marché de l'énergie, donc notamment les fournisseurs, les agrégateurs, etc. Voilà. Donc Enedis raccorde 100% de la mobilité électrique, et à ce titre-là, nous on travaille à évaluer, c'est mon job, évaluer quels vont être les impacts sur le réseau de distribution de l'arrivée de la mobilité électrique en masse dans les prochaines années. Aujourd'hui, on a eu quelques chiffres sur les ventes de véhicules, mais si on parle en parc, aujourd'hui, il y a 2,1, je crois, millions, un peu moins de 2,1 millions de véhicules qui circulent en France et qui se raccordent au réseau. Donc, à la fois les véhicules 100% électriques à batterie et puis les véhicules hybrides rechargeables. C'est ceux qui nous intéressent, nous, Enedis. Et ces véhicules, qui sont 2 millions aujourd'hui, ils vont être sans doute 18 millions dans 10 ans. Donc ça fait une énorme quantité d'énergie qu'il va falloir véhiculer en plus. Plein d'impacts sur le réseau de distribution et sur le distributeur, et ça, c'est mon job. Et voilà, on en parlera évidemment tout en détail également. Merci beaucoup. Je voudrais on va commencer par les femmes. Galanterie et élégance oblige. Yacine, les cas d'usage, puisque c'est vraiment l'un des points phares de notre table ronde. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon des cas d'usage aujourd'hui à date? On peut faire un petit panorama. Alors, vous êtes un public averti, mais ça vaut toujours le coup de refaire un panorama des cas d'usage de ce qu'on appelle la recharge bidirectionnelle. On parle de V2X, on parle de V2G, etc. Donc, c'est V2H, V2L. Voilà, exactement. Donc, si on peut résumer ça, on va parler de 4 cas d'usage principalement. Le premier, c'est effectivement le véhicule to load ou V2L. Alors, tout ça est en très bon français. Qui veut dire utiliser sa voiture comme une batterie mobile finalement pour, je ne sais pas, des usages de camping, pour vos appareils ménagers, etc. Donc vous pouvez utiliser la batterie de votre véhicule pour recharger un appareil ménager. Donc ça c'est un cas d'usage qui est assez intéressant, qui a été le premier finalement parmi les constructeurs auto. Il y a un Hyundai qui a commencé très tôt à proposer V2L. Pardon. Hyundai, pardon. Merci de me corriger. C'est parce que c'est coréen et un jour on m'a fait la remarque, donc maintenant je crâne. BYD, comme on dit. C'est bien. C'est bien. Donc, les constructeurs chinois aussi, le V2L et BYD, Polestar, qui ont également amené ces solutions-là. Donc, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais, toutefois, il faut un développement technologique dans la voiture pour le permettre. Voilà. Donc, ça, c'est le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, on peut l'appeler un véhicule to home ou V2H, mais en mode îloté.
là, pareil, au lieu de brancher votre appareil ménager, vous allez plutôt, entre guillemets, brancher votre maison. Le terme est mal choisi, mais si en cas de pépin sur un réseau électrique, en cas de déconnexion du réseau, la voiture pourrait servir de groupe électrogène. Ça, c'est aussi un cas d'usage assez particulier. Pareil, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, certainement pas. Les véhicules aujourd'hui ne sont pas encore entièrement prêts pour faire ça, puisque dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de réseau électrique, il n'y a pas le signal 50 Hz, il faut le créer. Il faut reconstituer le signal de la tension. Donc ça, c'est les technologies un peu de convertisseurs qu'on appelle grid forming. Donc on forme le réseau. Et pareil, il y a des développements qui nécessitent d'abord une voiture bidirectionnelle, mais pas que. Donc pareil, on va peut-être moins en parler aujourd'hui. Mais c'est un sujet important qu'il faut garder en tête peut-être. Le mois prochain, on refait une conférence avec Covoltis. Voilà, sur le grid forming. Ensuite, on a le vehicle to home ou to building globalement. La voiture peut répondre à un signal prix du marché électrique. La voiture peut répondre à un signal pour répondre à une flexibilité demandée par le réseau électrique, ou bien faire de l'autoconsommation. La particularité, c'est que l'électron... Ah, on a un petit problème de micro, tenez. Les électrons ne sortent pas, merci. Enfin, vous avez compris, les électrons restent. Voilà, à l'intérieur du bâtiment ou de la maison, donc il n'y a pas... C'est la batterie. Elle est pas. Ou alors, sinon, il faut vraiment parler comme ça. Collez-le au menton. Voilà, collez-le au menton. Et... Ça va mieux? Je colle à mon menton. Ah oui, ça c'est l'antenne. En fait, il ne faut pas mettre la main sur l'antenne. Très bien. Et c'est très technique, hein, l'animation. Hein. Vous avez vu ça? C'est technologique. C'est un métier, ouais. Il faut laisser les électrons passer. Non, les ondes, donc, pardon. Les photons. Excusez-moi, Yacine. Donc, nous étions sur le véhicule to home et du véhicule to building, finalement. Et la dernière, voilà, la version la plus large, entre guillemets, c'est le véhicule to grid. In fine, on répond encore une fois à un signal réseau, on répond à un signal réseau pour équilibrer le réseau électrique ou un signal prix du marché, en faisant de la entière bidirectionnalité avec une injection en plus sur le réseau de distribution. C'est le premier réseau qui arrive, mais en tout cas sur le réseau. Donc voilà, c'est 4 cas d'usage importants de les avoir en tête. Et j'ajoute encore 2 points de technologie et j'arrêterai là. Mais donc 4 cas d'usage, 2 principaux technologies. Les 2 principales technologies sont des bidirectionnalités ou le véhicule to grid, on appelle ça AC pour courant alternatif, pour le faire simple. La conversion de courant continu vers le courant alternatif se fait dans la voiture. Ça, c'est la technologie utilisée par la Renault 5. C'est la technologie développée en ce moment par Nissan, Hyundai. Hyundai, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est le V2G AC. Et il y a le V2G DC où là, voilà, la conversion se fait dans la borne. 2 technologies différentes, les 2 serviront, mais chacun, encore une fois, on sépare les cas d'usage, on sépare les technologies parce que chaque fois, on pourrait avoir des problématiques, des défis techniques, des défis réglementaires, des défis économiques on en parlera, Yasmine, on va en parler tout au long de cet après-midi, si vous le voulez bien. Ouais. Moi, je voudrais juste revenir, on va passer votre micro à votre voisin, du coup, sur les défis technologiques, on en est où aujourd'hui, puisqu'on voit bien qu'il y a des choses qui commencent à arriver, technologiquement, puisque vous êtes Covoltis et donc créateur de bornes. Alors, déjà, on fait de la technologie, mais dans un monde quelque part réglementé. Tout est normé. Heureusement d'ailleurs, l'objectif étant que les bornes et les véhicules puissent travailler et communiquer ensemble, quelle que soit la marque du véhicule et quelle que soit la marque de borne, du moment qu'on est compatible à une norme avec le nom un peu barbare de ISO 1518. C'est une norme qui a été créée au départ justement pour les bornes DC, donc pour les courants continus. Ça a été fait, comme tu le rappelais Laurence, au Japon avec les prises CHAdeMO, qui étaient en natif. C'est Nissan, non ? C'est Nissan qui a fait les premières prises. On est trouvé absolument sur les Nissan, sur les Mitsubishi. Et cette prise CHAdeMO a été imaginée dès le départ pour intégrer la fonction bidirectionnelle. Il s'avère que très tôt, les gens ont eu l'idée d'appliquer la même chose dans les bornes courant alternatifs parce que finalement, il se trouvait qu'il y a tellement d'électronique embarquée dans les véhicules que ajouter un élément bidirectionnel
batterie vers le courant alternatif ne coûte pas très cher dans le véhicule et que finalement l'aspect économique dont on parlera plus longuement plus tard, l'aspect économique est plus facilement à mettre en œuvre si justement on arrive à mettre une borne pas très chère, une borne assez attachée à un véhicule qui fait la conversion dans le véhicule. Et après, une fois que cette technologie est là, ça nécessite bien sûr des éléments en termes d'électronique de part et d'autre. Il faut ensuite communiquer avec le réseau. Et c'est là où on est encore aux prémices des choses, parce qu'on commence un peu à avoir, depuis quelques années, des éléments d'échange entre les batteries stationnaires et le réseau. L'objectif étant de répondre à un besoin du réseau, et ce besoin doit être automatisé. L'accès au marché doit être réalisé de sorte que chacun puisse contribuer. Et c'est là où il y a les différents étages également. Tout à l'heure, Quentin parlait de ce que Drive fait. C'est exactement ce genre de choses qu'ils apportent en plus. D'ailleurs, Quentin et Nicolas, c'est quoi les prérequis aujourd'hui? Axel, Nicolas, c'est pratique. C'est quoi les qualités de prérequises aujourd'hui pour qu'effectivement ça puisse continuer de se développer? Qui veut commencer? Nicolas? Axel. Oh. Déjà, une chose, on a parlé pas mal de bornes et de voitures là, depuis tout à l'heure. Un truc un peu élémentaire qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour pouvoir faire de l'injection d'énergie depuis une voiture, il faut qu'on ait rassemblé 4 éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut une voiture qui soit capable de le faire, qui accepte de le faire. Pas évident. Deuxièmement, il faut une borne qui permette de le faire. Donc on a vu 2 technologies essentiellement, courant alternatif, courant continu. Troisièmement, il faut un contrat d'achat, parce que quand on dit V2G, ça veut pas dire que les électrons ils remontent au réseau, parce que de fait, même quand on fait de l'injection depuis la voiture et qu'on n'a pas de contrat d'achat, les électrons techniquement ils peuvent remonter. Mais il faut qu'il y ait un contrat d'achat, c'est-à-dire que ces électrons qui remontent au réseau, ils soient valorisés quelque part, ils soient comptabilisés, c'est le rôle de comptage du distributeur, et ils soient achetés par un acheteur d'énergie qui va pouvoir rétribuer le client. Ça, c'est le troisième élément. Et le quatrième, c'est ce que tu viens de dire, Chant, c'est qu'il faut piloter tout ça de manière à pouvoir provoquer la charge du véhicule au moment où on en a besoin, la décharge ou l'injection au moment où le réseau en a besoin, et tout ça en collaboration avec le client final, parce qu'à la fin, ce n'est pas une batterie stationnaire, c'est un véhicule, il faut que le client puisse rouler. Et cette conjonction d'éléments, en fait, j'ai coutume de dire, moi j'interviens régulièrement sur ces sujets depuis un certain nombre de temps, que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le V2G, tout le monde en parle, mais dans les faits, de manière industrielle et large, ça n'existe pas. Il y a eu des expérimentations nombreuses et variées aux Pays-Bas, il y en a eu quelques-unes en France. Ça marche en Angleterre, hein, ça a bien commencé, on en parlera. Non. Non. Dans les faits, ouais. Ce qui existe aujourd'hui, la conjonction de ces 4 éléments, ça n'existe pas en grande échelle. Ça existe sous forme d'expérimentation, avec des tests, etc., etc. Et ça existe sous forme industrielle, tout doucement, en France, pour la première fois. Enfin, pour vous dire, en France, on a recensé Enedis 15 clients, d'accord, qui font du V2G, c'est-à-dire, on verra, je te passerai la parole après, oui, c'est-à-dire qu'il y a valorisation du réseau de l'énergie en achat, comptabilisé. D'accord ? En revanche, ce qui existe beaucoup, c'est des véhicules, enfin beaucoup, ce qui existe en plus grande quantité, sont des véhicules qui réinjectent, mais l'énergie est consommée par le bâtiment ou la maison. Ouais, c'est le V2Home. Exactement, V2H. ou V2B quand c'est en entreprise. D'accord ? D'accord. Donc c'est hyper important d'avoir en tête qu'il faut véhicule compatible, bande compatible, contrat et solutions de pilotage. Et puis de toute façon, il y a toute l'histoire de réglementation aussi qui va venir en jeu. Après, on en parlera sur la deuxième table ronde, mais il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre absolument partout. La réglementation, on en parle très souvent. Pour moi, aujourd'hui, on peut faire du V2G avec la réglementation actuelle. Après, il y a des choses qui permettront d'aller plus loin, d'aller plus vite, etc. On en reparlera. Mais la réglementation actuelle ne l'empêche pas. D'accord. Quentin, maître. Je pense, Axel l'a montré, il y a plein de briques à assembler parce que c'est un écosystème qui se connaissait pas forcément. Les constructeurs automobiles et les énergéticiens. Les électriciens, les EDF, etc., ils n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble sur ces thématiques.
faut aussi embarquer les gestionnaires de réseau, il faut embarquer les fabricants de bornes, pour que tous ces objets de l'écosystème se parlent et soient à peu près compatibles entre les uns et les autres. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Alors, pas encore. C'est un petit peu des démarches par acteur. On a Nissan qui a démarré avec un protocole très pas propriétaire, mais qui est très spécifique au Japon. On pouvait faire du V2G qu'avec ce protocole-là. Et ça nécessite que tous les acteurs parlent ce protocole-là. Et donc il y a des standards qui arrivent. Il y a l'écosystème qui est en train de se mettre en place. Mais nous, le point qui nous paraît essentiel pour avancer, c'est la collaboration entre les acteurs de la chaîne de valeur. Et c'est pour ça que nous, on a une approche beaucoup par projet. On essaye de monter des projets avec les différents acteurs de la chaîne de valeur pour avancer ensemble étape par étape. On parlait de batteries, en fait. Nos voitures peuvent devenir des batteries stationnaires, mais ça peut vouloir dire aussi, ça obligerait qu'il y ait un maximum de voitures localisées à peu près au même endroit pour que ça puisse aussi fonctionner, Quentin? Alors ça dépend des services qu'on veut rendre. Avec finalement une batterie, vous pouvez rendre des services à différents acteurs. Vous pouvez déjà rendre des services au client lui-même s'il a des panneaux solaires, qui veut stocker son énergie solaire, qu'il a un tarif avec des heures pleines, heures creuses, il veut stocker son énergie en heures creuses pour alimenter sa maison en heures pleines. Déjà, ça peut lui rendre service à lui. Et puis après, si vous voulez rendre service au système électrique et générer de l'argent supplémentaire, vous pouvez aller voir différents acteurs. Vous pouvez rendre des services à Enedis au niveau du réseau local de distribution, et là, ça nécessite, au niveau très local, d'avoir plein de véhicules qui font ça. Aujourd'hui, en France, on ne le fait pas trop, parce que le réseau Enedis est plutôt bien dimensionné et il n'y a pas trop de contraintes encore pour le moment, ce qui n'est pas le cas forcément en Angleterre. En Angleterre, il y a plus ce cas d'usage n'existe plus. Et la valeur du V2G va plus se trouver à l'échelle nationale, soit au niveau du gestionnaire de réseau national qui est RTE, qui doit assurer à tout moment que le réseau soit équilibré entre production et consommation, et donc les batteries des véhicules électriques en V2G peuvent aider et être rémunérés pour ça auprès d'RTE. Ou sinon, vous pouvez en fait utiliser vos batteries pour jouer sur le marché de l'énergie. En tant qu'énergéticien, on voit un prix de l'électricité qui change toutes les heures sur le marché de l'énergie. Et depuis aujourd'hui, grande nouvelle, le marché d'électricité, vous pouvez vendre et acheter l'électricité au pack 15 minutes. Toutes les 15 minutes, il faut vous dire, on voit un prix de l'électricité différent, on peut revendre, acheter. Voilà, ça c'est depuis aujourd'hui. Et donc ça, c'est un service qui est valorisé par le fournisseur et le producteur d'électricité. Et donc, en réinjectant de l'énergie, soit chez soi, soit sur le réseau, on peut générer de l'argent et rétribuer le consommateur. Et ça, on en parlera sur la troisième table ronde, puisqu'on parlera du côté économique, autant pour les acteurs que pour les particuliers, ou pour les consommateurs plus que les particuliers. Parce que quand on parle consommateur, on parle aussi de bâtiments, on parle aussi de parking, on parle aussi de copropriété, évidemment. Alors, avec vous, Ehsan, comment vos bornes vont répondre à des besoins tels que ceux-là? Comment il peut être un cas d'usage? On va parler de bâtiments pour mettre de côté tout ce qui est copropriété. Il y a aussi les parkings d'aéroports où on laisse les voitures des fois 4-5 jours, et maisons. Quand on met des bornes connectées à un réseau, il y a le point de connexion au réseau, le point de livraison, qui est donc un compteur qui est mis à disposition par Enedis. Et c'est ce point-là qui détermine si finalement le courant qui sort du véhicule est consommé localement par le bâtiment ou par la maison, ou si le courant sort physiquement dans le réseau. Alors, il s'avère que quand on travaille sur des systèmes de flexibilité, quand on veut valoriser ce travail-là, c'est au niveau du compteur que les éléments sont mesurés. Donc, si finalement on réinjecte du courant sortant du véhicule et ce courant est utilisé par le bâtiment et que rien ne sort, on ne constate qu'une baisse de consommation au niveau du compteur. Mais si on veut valoriser ce travail en termes de flexibilité et d'équilibre, il va falloir qu'au niveau de l'opérateur, du fournisseur qui gère le compteur, qu'il y ait un contrat et que ce soit à sa demande que les véhicules viennent ce travail de réinjection. Autrement, le consommateur ne va que constater une baisse de sa facture. Et en fait, ces points-là, finalement, on peut se dire, si la demande vient du réseau et que la production est faite par le véhicule et que la baisse de consommation est constatée par le compteur, on a fait déjà du V2G, même si l'électron n'est pas sorti. Donc finalement, tout ça, c'est le même monde. Tout dépend à quel moment on met le calcul économique de l'électron. Et pour la maison, c'est pareil. Mais alors, comment vos bornes répondent à ce besoin spécifique, ces besoins? Nos bornes, évidemment, comme les bornes qui vont arriver sur le marché, qui vont intéresser cette technologie, intègrent un compteur certifié.
Donc d'ailleurs, on a un projet commun avec Enedis et Octopus Energy, où la borne est placée à l'intérieur, en dessous d'un compteur Linky à la maison, et on fait ce qu'on appelle donc du sous-comptage, ça veut dire qu'on fournit à Enedis, c'est un projet qui a été créé dans le cadre du bac à sable réglementaire avec la Creuse, c'est Octopus qui est à l'origine, et les consommations constatées sur la borne viennent en déduction de ce qui est compté sur le Linky. On envoie les éléments à Enedis. Enedis fait 2 calculs, Linky moins borne et borne séparément. Ce qui permet d'avoir 2 fournisseurs différents pour la maison. Et là, ça change totalement le paradigme, puisque l'utilisateur peut dire, moi, pour ma maison, sans mon véhicule, j'ai un fournisseur, j'ai ce qu'on appelle un profil d'utilisateur normal. Et pour mon véhicule, j'ai un ensemble qui va réagir en temps réel, avec des pas de 1/4 d'heure en l'occurrence, et sur lequel le fournisseur spécifique peut travailler pour créer plein de valeurs autour de ce qu'on est en train de faire. Quentin, vous avez des gros projets en ce moment, vous pouvez nous en parler un petit peu, il y a des choses qui arrivent toujours sur le côté technologique et défis. Merci Monsieur le Ministre. Luc est parti. Ah bah oui. Non, mais je voulais le remercier. Après, dénoncer. Oui, nous on a commencé nos activités sur le V2G il y a 6 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui nous croyaient en disant, alors il y avait des gens en avance comme Renault, mais mis à part dans l'écosystème, même chez EDF, au niveau des gestionnaires de réseau, plein d'acteurs de l'écosystème nous disaient, bon, vous êtes bien gentils avec vos véhicules électriques, mais bon, déjà ça ne va pas forcément arriver, la mobilité électrique. Et puis en plus, jouer avec les batteries des consommateurs pour arrêter le réseau, c'est la science-fiction. Donc on avait déjà un premier enjeu de faire des preuves. Ils ont dit la même chose quand ils ont commencé à avoir volé des gens il y a 150 ans. Hein, mais... Voilà, c'est ça. Donc on avait un enjeu de preuve. Alors déjà, preuve technique, on l'a faite en interne sur notre propre flotte du groupe EDF, parce qu'on a une belle flotte de véhicules qu'on souhaite électrifier à 100% d'ici 2030, 40 000 véhicules à électrifier. Une partie est chez Enedis. Voilà, donc on a déjà un beau terrain de jeu, et je crois qu'on était un des plus gros possesseurs de flotte V2G en fait en France, parce qu'on avait beaucoup de Nissan, ça avait 400 Nissan, ça nous faisait le plus gros possesseur de véhicules V2G en France, c'était pas grand chose. Mais c'était un beau terrain de jeu. Et voilà. Et après, il y avait, une fois la preuve technique faite déjà entre nous, il y avait un enjeu de le montrer en conditions réelles avec des vrais clients à l'extérieur. Et là, on a monté un projet régional qui s'appelle Flexitanie. Donc, c'était avec la région Occitanie. Et on a recruté du coup des possesseurs de Nissan Leaf, donc les seuls véhicules à l'époque qui étaient compatibles. Voilà, pour faire la preuve avec des vraies flottes. Alors, donc, c'était plutôt des flottes d'entreprises pour différentes raisons techniques et opérationnelles. C'est un cas d'usage qui est plus sympathique pour commencer à faire du véhicule to building ou du véhicule to green. Et donc on a recruté plusieurs flottes d'entreprises dans la région Occitanie. Et ça a permis de faire 2 choses, ce truc-là, ce projet. Ça a permis de, montrer que l'expérience utilisateur pour des flottes, ça fonctionne très très bien sur la plupart des cas d'usage. En gros, vous branchez votre véhicule le soir quand vous n'utilisez plus votre véhicule. Les flottes d'entreprise, à 16, 17, 18 heures, le véhicule est branché. Il reste branché sur sa borne toute la nuit jusqu'à 7 heures le lendemain matin. Voilà. Et sur cet usage-là, les utilisateurs nous ont dit mais en fait, vous faites vraiment des choses avec notre voiture la nuit ? Ah, pardon. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on voulait démontrer, c'était que utiliser des batteries de véhicules électriques marginalement comme stockage pour un véhicule qui a déjà été payé, et en fait c'est transparent pour l'utilisateur et en plus ça leur a apporté des euros. Voilà. Et grâce à ce projet qui a été déployé, on a pu atteindre un seuil suffisant pour être certifié par RTE, le fameux gestionnaire de réseau de transport au niveau français. On a pu rendre des services au réseau et être certifié pour ça. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, le véhicule électrique est un maillon du système électrique officiel. Alors, voilà. En tout cas, c'est plus qu'un projet, là, ça y est. Donc ça, c'est fait, c'est derrière nous. Et c'était qu'avec des véhicules Nissan. Et on s'est dit, c'est super, maintenant, il faut préparer la commercialisation un peu de masse. Et là, ce qu'on a besoin, c'est ce que je disais, c'est de la collaboration au sein de la filière. Et donc, on a fait un nouveau projet sponsorisé par la Commission européenne pour réunir plusieurs acteurs européens, notamment des constructeurs automobiles. Et le but, c'est de fédérer l'écosystème avec des gens comme Enedis, on a Volkswagen, Stellantis, Iveco, Nuvie, nous. Pas encore Covoltis. Pas encore Covoltis, mais vous êtes les bienvenus. Ça va arriver. Voilà, et le but, c'est de préparer la charge bidirectionnelle avec plus de véhicules dans les normes, les protocoles de charge européens et pas que protocole de charge japonais. Et donc ça, c'est en cours.
On a déjà 250 bornes déployées. Voilà, je pense que quand Axel disait qu'il n'y a que 15 clients qui font vraiment du V2G, nous, on va faire surtout du véhicule to building. En fait, on va rendre des services au réseau. Parce que vu d'EDF qu'on réinjecte chez un client ou sur le réseau, en fait, c'est pareil. Ça change beaucoup. Pour Enedis, c'est pour ça que Axel insiste. Pour nous, EDF, en fait, on s'en fiche. On le valorise, ça vaut la même argent. Donc, nous, on en décompte 250 qui, voilà, au quotidien, font de la charge à la décharge. Et on peut peut-être, en régie, afficher l'image. Si vous voulez voir des vrais véhicules qui font du V2G. Ah, vous pouvez vous lever, hein, Quentin, si vous Je voulez. peux me lever, voilà. Donc ça, c'est un véhicule de car sharing d'EDF. Donc c'est EDF Hydraulique, c'est ceux qui gèrent les barrages. Et donc, ils ont des véhicules en car sharing qui sont utilisés de temps en temps par les employés pour faire leur mission en journée. Mais la plupart du temps, ces véhicules restent stationnés. Donc un super cas d'usage pour du V2G. Et là, vous voyez ce que les véhicules ont fait début janvier. C'était autour du 9-10 en janvier. Vous voyez l'état de charge des véhicules et vous voyez la puissance de la borne. Et donc, vous voyez plusieurs choses intéressantes en ce moment. En ce moment, vous avez sur le système électrique 2 pointes de consommation, souvent le matin, 9-10 heures, beaucoup de consommation. Les prix sont très chers, donc c'est le bon moment pour décharger. Pour la grasse mat, les Français, 9-10 heures 9-10 heures, voilà. on est au travail, normalement. C'est EDF. Hein, ouais, c'est ouais, ça chez Enedis, c'est pareil. Voilà, pointe de consommation du matin, du soir. Et puis, vous avez les 2 creux sur les marchés d'électricité. On va vouloir stocker l'énergie. C'est la nuit, quand la consommation est faible, quand maintenant, quand il y a du vent, il y a trop de production éolienne, les prix peuvent devenir négatifs. Et en milieu de journée, quand il fait un petit peu beau, vous avez des prix solaires, de la production solaire qui baisse les prix d'électricité en journée et qui aussi crée des bons moments pour stocker l'électricité. Donc c'est ce que vous voyez là en fait. Vous voyez réinjection à 10 kW le matin, je recharge ma batterie, réinjection le soir, je recharge la nuit, je décharge un petit peu le matin, etc. Et là vous voyez l'état de charge de la batterie qui varie. Et voilà. Et puis après, le besoin de charge est spécifié par l'utilisateur. Donc suivant les besoins, nous on assure que le véhicule est tout le temps chargé quand on a besoin. Voilà. En tout cas, c'est clair parce que c'est, je crois, Napoléon qui disait qu'un grand dessin valait mieux qu'un long discours. On va redonner la parole à Yasmine. Je voudrais savoir, Yasmine, c'est quoi le potentiel aujourd'hui, vous qui êtes une vraie experte en tout ça, de l'énergie, de la V2G aujourd'hui? En termes de développement et de pénétration du marché, évidemment, parce que ça devrait arriver, mais... Effectivement, ça devrait arriver, ça va arriver aujourd'hui. Le potentiel, j'ai envie de dire, c'est l'ensemble des véhicules qui vont venir sur le marché. On rappelle qu'en 2035, il n'y a plus de vente de véhicules thermiques. 9, exactement. Et donc, RTE parle d'une capacité pour 2035 disponible, une capacité de stockage disponible de 1000 gigawattheures à peu près, provenant que des véhicules électriques. Si on compare ça aux STEP, donc les stations de pompage, turbinage qui sont sur le réseau et qui sont un des moyens de stockage qui sont en France depuis un petit bout de temps, les STEP représentent moins de 100 gigawattheures, 80, 85 gigawattheures. Donc le potentiel est énorme. Énorme. Voilà. Et ce qui peut être mis à disposition du réseau électrique. Et puis peut-être qu'on reviendra dessus, mais le plus important, c'est effectivement de gagner la confiance de l'utilisateur, de rassurer l'utilisateur à la fois sur la durée de vie de sa batterie. On entend encore maintenant des mauvais buzz sur l'impact sur la batterie du véhicule électrique. Donc il n'y en a pas, les constructeurs l'ont montré, le remontrent, et le châssis mourra bien avant votre batterie, même si on fait du véhicule to grid. Alors il ne faut pas non plus charger, décharger tous les jours. Donc oui, voilà pour les capacités en France seulement. Alors rien à voir, parce que c'est vrai qu'on pendant les préparations, on ne l'avait pas évoqué, mais à l'époque, le président de la République aux États-Unis n'avait pas été investi. Mais vous avez entendu ce qu'il a dit sur l'énergie chez lui, dans son pays, où il va repartir sur
plus le gaz et le pétrole, sa richesse, et tout ce qui est green, il va le mettre de côté. Donc ça veut dire que tout ce qui est véhicule électrique ou développement des V2G, comment vous voyez ce qui va risquer de se passer aux États-Unis si l'un des plus gros pays de cette planète ne va pas pousser à développer la V2G, qui était pourtant en plus qu'en essai là-bas? Enfin, il y avait quand même des choses qui se faisaient. Effectivement, il y a des choses, juste un mot, et puis je pense que après, pour Axel. Oui, Axel, Je le tiens. doit savoir plus. Juste un mot sur les États-Unis. La Californie, l'année dernière, et les représentants de Newbie sont là, on fait une loi, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle, un bill en français, mais bref, imposer que l'ensemble des véhicules vendus à partir de 2027 soient bidirectionnels. Je ne pense pas que le nouveau président change quelque chose. Tesla, l'ami proche, a une technologie de voiture bidirectionnelle qui pourra mettre en marche quand il veut. Les Cybertrucks sont déjà bidirectionnels, donc moi, de ce point de vue-là, je reste positive. Alors ça, c'est plutôt bien. Axel? Oui, le premier véhicule immatriculé en France en décembre, c'est Tesla. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que, enfin, Trump, il peut faire beaucoup de choses dans son pays. Oui, non, mais ça va pas arrêter l'industrie. Au niveau mondial, du coup, puisqu'on n'est pas seul sur la planète. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça peut pas avoir d'impact au niveau mondial, mais voilà. Sur le réchauffement climatique. Non, sur le développement également, sur l'ensemble du développement, parce que j'imagine qu'on ne travaille pas juste entre franco-français. Bah, en tout cas, sur le V2G, bon, juste pour revenir par rapport à un peu ce qui a été dit. La preuve que ça fonctionne, c'était une étape hyper importante. Je crois qu'aujourd'hui, cette preuve-là, elle est derrière nous. Il y a plein d'expés qui ont été menés, qui ont prouvé plein de choses. Il y a des systèmes en production qui font qui tournent aujourd'hui en injection plutôt pour bâtiment et la maison. Il ne faut pas se prendre sur ce que je disais. Moi, je ne dis pas que le V2B ou le V2H, c'est moins bien que le V2G. Au contraire, moi, je trouve que c'est mieux. Ça apporte une première valeur importante et il faut commencer par là. Il faut commencer par piloter ses usages de manière pour soi, pour optimiser son énergie, avant de vouloir rendre des services au réseau. Donc, soyons clairs là-dessus. Une fois cette étape franchie de la preuve, moi je pense que maintenant il va falloir faire la deuxième étape, c'est la preuve de la simplicité. Il va falloir faire de la pédagogie, il va falloir expliquer les impacts sur les batteries, c'est fondamental. Tout le monde, à chaque fois qu'on parle d'injection, s'inquiète sur les batteries, alors que laisser brancher son véhicule de 15h à 8h du matin, le lendemain matin, c'est une catastrophe pour la batterie, bien pire que de la piloter en V2G ou en V1G etc. Donc le sujet, il n'est pas là. La simplicité pour le client, ça va être fondamental. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il soit rassuré sur le fait que ça fonctionne. On le voit en ce moment, là, on parle beaucoup de véhicules légers. Le V2G arrive aussi dans la mobilité lourde. Je sais que Drive fait des choses avec les bus, par exemple. La première chose qu'il va falloir rassurer, c'est que le fait que le camion, le bus, il soit chargé. Mais une fois que ça, c'est acté, derrière, toutes les économies financières que va pouvoir faire l'opérateur, il va vouloir aller chercher d'autres choses. Mais pour ça, il faut le rassurer, lui expliquer et proposer un business model simple. Et ça, on n'y est pas encore. Ça, on n'y est pas encore. Malgré tout, tout ça est assez complexe. Depuis une demi-heure que nous parlons, on s'adresse, comme a dit Yasmine, à un public averti, mais on a évoqué plein de termes. On a parlé d'essai, d'AC, on a parlé de plein de sujets, de grid, de pilotage. Voilà. Ouais. Tout ça, il faut le rendre simple et accessible pour le client, qu'il ait confiance et qu'il puisse comprendre combien il va gagner, combien il va perdre, qu'est-ce qu'il a à y gagner, quels sont les risques qu'il prend. Et aujourd'hui, ce travail de pédagogie, pour moi, il est devant nous. Au moins pour les clients. Nous, Enedis, on est hyper intéressés par voir tout ce qui se fait sur les flottes, mais malgré tout, la grande quantité de véhicules, elle est aussi chez les particuliers. Et donc, on est intéressé à ce que ces technologies-là rendent des services dans les entreprises, mais également chez monsieur et madame tout le monde. D'où les technologies AC, qui ont quand même un grand avantage, c'est que la borne coûte 4 à 5 fois moins cher, quoi. Et aujourd'hui, les bornes courant continu ne s'installent pas chez les particuliers. Ouais, enfin, et donc, le fait que ça arrive sur l'AC, ça apporte cette possibilité de démocratisation, cette possibilité de passage à l'échelle
qui nous intéressent en tant qu'acteurs du système électrique, qu'il va falloir aller chercher, mais il y a des contreparties. Il faut une offre simple, j'en ai parlé. L'autre contrepartie, c'est que l'intelligence, elle est à moitié dans la voiture, un petit peu quand même dans la borne, au moins pour ce qu'on appelle protection de découplage. C'est le fait que c'est de la sécurité électrique, c'est le fait que la voiture n'injecte pas si on pense que c'est coupé, c'est hyper important. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire une injection sur le réseau de distribution depuis un véhicule avec une borne AC, il faut certifier le couple, la borne et la voiture. Et c'est l'ensemble des deux qui est certifié, qui va avoir le droit de faire de l'injection. D'accord ? Si jamais vous avez un autre couple, une autre borne avec la même voiture ou la même borne avec une autre voiture, il faut recertifier. Enfin, et donc, tout ce travail-là, aujourd'hui, on démarre, on est en train de le faire, on y arrive, on a un couple certifié en France qui fonctionne, il y en aura d'autres à l'avenir, on espère de plus en plus. Tout ça fonctionnera ensemble, mais c'est quand même un peu devant nous. Voilà. Vous voyez, ça, il y aura d'autres conférences. D'ailleurs, vous êtes un public averti, vous savez que vous allez pouvoir poser vos questions après, on fera tourner le micro, n'hésitez pas. Et puis, puisque vous nous regardez sans doute sur le site en direct de Covoltis, eh bien là aussi, vous pouvez poser vos questions et normalement, on devrait me les faire passer et je pourrais être votre voix. Et ça, j'aimerais bien que vous réagissiez, sur oui, en fait, 2 secondes. Tout ce que Axel disait est tout à fait très précis et le point justement qu'il a évoqué par rapport à la répartition des rôles entre la borne et le véhicule, c'est un point fondamental parce que s'il faut à chaque fois certifier des couples borne-véhicule, on voit bien la complexité, c'est-à-dire que demain, la borne Covoltis, il faut qu'à chaque fois qu'un nouveau véhicule arrive sur le marché, qu'on aille le certifier contre la R5, la R4, les voitures de Stellantis, etc. Les Nissan qui vont arriver bientôt. Et la même chose côté véhicule. Et donc, finalement, ça rend la vie de tout le monde complexe. Tout ça, pourquoi ? Parce que finalement, il y a peut-être pas suffisamment de précision au niveau de la norme sur justement qui doit faire quoi et qui a quel rôle entre la partie intelligence, la partie connectivité, la partie découplage au niveau du réseau. Et c'est un travail qui aujourd'hui est en train d'être précisé. Des gens comme Renault sont intéressés et partisans que le travail se précise. Donc, les constructeurs préféraient que les bandes soient compatibles et vice-versa, les bandes pareil. On voudrait que l'écosystème s'ouvre et soit compatible pour qu'on ne se pose pas des questions complexes que l'utilisateur n'a pas envie d'entendre. Et du coup, on parlera aussi de la réglementation parce que ça viendra à la suite de ce que vous êtes en train de nous dire. Et ça, on le fera juste dans la table ronde qui va suivre. Ça, c'est vraiment pure norme. Norme technologie, mais il y aura aussi une réglementation qui l'accompagnera obligatoirement. C'était pour faire une transition, vous voyez. Je voudrais un petit mot chacun pour conclure, vraiment, sur tout ce qui vient de se dire et évidemment, selon vous, quelles seraient les... technologiquement, évidemment, vous avez vraiment dit beaucoup de choses, mais en résumant, chacun une petite minute sur toutes les technologies et tout ce qui demain... qu'est-ce qui ferait que dans 10 ans, ça y est, on serait tous à la V2J, tous en véhicule électrique avec bidirectionnel, la totale, vous serez plus heureux des hommes et des femmes. On va commencer par Yasmine. 1 minute 30, après on prendra les questions du public. Écoutez, certainement, il y a 3 points ici importants. En termes de technologie, la standardisation, ce que dit Ehsan, est super important. Les protocoles ouverts et la standardisation qui vont avec pour que, quelle que soit la techno AC/DC, finalement, les constructeurs auto, les constructeurs de bornes soient rassurés sur le fait que leur borne ou leur voiture ne sera pas éternellement liée à une technologie spécifique. Ce qui est important aussi de dire, c'est quand on parle de véhicules, c'est des véhicules qu'on achète en France, qu'on revend peut-être demain en Italie, qu'on revend en 3e marché dans un autre pays. Donc, il est important d'avoir sans parler de réglementation qui va arriver dans la prochaine table ronde, mais au moins une standardisation exactement sur la techno. Embarquer les clients, rassurer les clients, c'est un point super important. Ça ne marchera que si nous tous on accepte et que si l'usager finalement est rassuré et puis rémunéré. Et ça veut dire que finalement le coût de la recharge pour de l'utilisateur doit baisser. Donc, on doit embarquer les utilisateurs, donc communication positive. Et j'ai un 3e point que je ne sais plus, mais j'avais un 3e point que j'ai noté. On va laisser Axel, et puis peut-être qu'il reviendra. Yasmine, comme vous êtes une femme, vous aurez le droit. Non,
en plus de ce qu'on a dit sur la pédagogie et sur lesquels Yasmine est revenue et qui est hyper important, moi je voudrais insister sur un sujet. C'est qu'on a donné quelques chiffres tout à l'heure, hein, à peu près 2 millions aujourd'hui, 18 millions dans 10 ans a priori. On a une croissance de l'interface entre les véhicules et le système électrique qui va être extrêmement importante dans les 10 prochaines années. Ça va représenter des térawattheures par an extrêmement significatifs, sans doute plus ou moins justifier une très grande partie de la croissance de la consommation électrique en France, en tout cas sur le réseau de distribution, un peu d'industrie sur le réseau de transport, mais sur le réseau de distribution. Donc, c'est ce qui se passe sur le système électrique du fait de l'arrivée des véhicules électriques est extrêmement significatif en quantité. Et ça se passe maintenant. Dans les 10 prochaines années, les gens vont s'équiper. Et donc, le message principal pour moi, c'est de dire tout cet équipement, tous ces véhicules qui vont arriver, toutes ces bornes qui vont être installées, doivent être pensées intelligemment pour piloter la charge des véhicules électriques. Ça passe par des systèmes hyper simples, type chargé en heure creuse. Ça va sur des systèmes un peu plus compliqués, ou un peu plus complets, on va dire, parce que je ne veux pas dire compliqué, de pilotage plus dynamique. Oui, voilà, c'est pour ça. Et ça va jusqu'à aller à de l'injection, que ce soit pour la maison ou pour le réseau, de l'injection qui va permettre d'aller chercher une valeur supplémentaire. Et ce qui est important, le défi qu'on doit relever tous ensemble, parce qu'on n'y arrivera pas acteurs énergéticiens dans notre coin, acteurs de l'automobile dans l'autre, industriels d'un troisième part, c'est tous ensemble. Ce qu'on doit réussir, c'est ça, c'est que la très grande majorité des recharges des véhicules en France, on aura réussi ici, en 2035, elle se fait de manière intelligente. C'est vraiment fondamental et c'est une réussite collective qui permettra de l'atteindre. Super, voilà. Je vous le souhaite. Quentin, le mot de la fin, 1 minute 30, pas plus? Ce sera plus court que ça. Nous, on appelle à la collaboration au sein de la filière entre tous les acteurs ici présents, parce que c'est comme ça qu'on aura de l'interopérabilité, des véhicules Renault qui marchent avec des bornes Covoltis, qui fonctionnent avec des agrégateurs comme Drive, qui fonctionnent aussi avec des véhicules de Stellantis, en AC, en DC, etc. C'est ça qui nous manque aujourd'hui pour passer à l'échelle et pour que ça soit aussi simple pour les clients, parce que le client qui achète une R5 aujourd'hui ou avec sa borne V2G, il va changer de véhicule au bout de 5 ans, il va peut-être pas comprendre que son prochain véhicule Stellantis ne marche pas, ça se passe du V2G sur Renault, voilà. Donc c'est aussi ça l'enjeu, et donc voilà, nous on appelle à la collaboration autour de projets avec tous les acteurs de la filière. Top. Et San? Alors, je pense que moi, je rêve du jour où tous les véhicules seront électriques. Comme ça, on vendra plus de bornes. Et que tous ces véhicules Tu vas réinventer le jeu des 1000 bornes, toi. Voilà, et que tous les véhicules seront bidirectionnels. Et je pense que ça sera le cas. C'est-à-dire que le coût de l'option est tellement faible, le prix des bornes sera toujours raisonnable et réduit, qui fait qu'on aura tous intérêt à ce que la technologie soit embarquée partout, de sorte que ce que par ailleurs on espère, à savoir une part importante et très importante des énergies renouvelables dans le mix énergétique, puisse continuer à progresser. Plus il y a de renouvelables, plus il y a d'instabilité dans la production, et plus l'apport des véhicules peut permettre justement de gérer cette flexibilité. Donc c'est un peu ce pourquoi j'espère qu'on pourra aller, si on se revoit dans quelques années, que tous ces projets d'expérimentation finalement soient de la réalité. Ah, la prochaine conférence, c'est dans quelques années seulement. Peut-être l'année prochaine, mais bon. Non, je rigole. Puisqu'on parle d'années, je voulais vous présenter mes excuses. Je m'étais promis de commencer cet après-midi en vous souhaitant, de la part de tous ceux qui sont ici et à chacun d'entre vous, une très belle année 2025. Bon, je me rattrape. Je vais maintenant prêter mon micro, ou tout du moins l'un des micros. Vous levez la main si vous avez une question. 2, 3, 12. Non, 12, ça va faire trop. Est-ce que vous avez parmi vous des personnes qui ont envie d'interagir avec nos invités? Et nous avons même Nicolas, je sens, qui est prêt à passer le micro s'il le faut. Une question? Ah, tiens. Je prête le mien? Bon, je prête le mien. Pas que je sache, merci. Alex Metz, chez Apricom, on a un cabinet de conseil en stratégie, conseil financier. J'avais une question, donc on a pas mal parlé de côté techno, un petit peu de commercialisation.
pas du tout de chiffres financiers économiques. Si vous pouviez commenter un petit peu sur le retour sur investissement du V2G aujourd'hui, parce que si on regarde un peu les coûts d'achat d'une borne bidirectionnelle, c'est quelques milliers au minimum. Enfin, ça dépend si on regarde du DC ou du AC. Si on regarde le type de revenu qu'on peut espérer pour un véhicule, c'est quelques centaines d'euros par an, mais je suis curieux d'avoir un peu plus de commentaires sur ça. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore là, quoi, sur un retour sur investissement qui fait qu'aujourd'hui, une flotte d'entreprise, c'est un no-brainer. On fait ça en même temps qu'on achète la borne et le véhicule, quoi. Donc si vous voulez un petit peu commenter sur ça, j'imagine, Quentin, que je salue au passage, tu auras des choses à dire, mais peut-être Essan ou Yasmine sûrement aussi. Voilà, merci. Si Laurence me permet, moi j'aurais... J'ai plus de micro, alors tu peux faire ce que tu veux. Je peux répondre. Non. Donc, Ce sont les soldes, hein, en fait. Ah si, j'ai un micro. Donc non, plus sérieusement, tout à l'heure, Axel le disait, c'est que les prix des bornes AC sont beaucoup moins élevés que les bornes d'essai. Une borne AC bidirectionnelle, et le prix c'est de 1 000 €. Donc avec 1 000 €, même si on a quelques centaines d'euros de revenus par an, on va bien. D'ailleurs, ces bornes-ci bidirectionnelles ne sont pas plus chères qu'une borne quelconque du marché, ou à peine plus chère. Donc le différentiel de prix, s'il y en a, s'amortit en moins d'1 an, d'une certaine manière. Donc voilà, je pense que le côté bidirectionnel, finalement, ça sera que de la valeur ajoutée sur la durée par rapport à ce qu'on est en train de faire. Oui, on peut confirmer effectivement la vision d'Essan. Et oui, donc sur la partie revenus, effectivement, l'ordre de grandeur pour des véhicules légers, c'est quelques centaines d'euros par an. Après, ça dépend si vous avez une petite, une grosse batterie, le temps où votre véhicule est connecté, mais c'est le bon ordre de grandeur pour des véhicule par an. Après, si on va sur des véhicules plus lourds, on peut s'amuser avec des bennes à ordures ménagères, des camions, on va aller sur plusieurs milliers d'euros par an. Voilà. Et après, il faut comparer ça effectivement au surcoût du V2G sur des bornes d'essai, où nous, on a commencé par ça parce qu'il y a moins d'engagement, il y a moins d'investissement côté constructeur automobile. Donc il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui commencent par faire du V2G d'essai, c'est-à-dire mettre entre guillemets la complexité dans la borne. Je caricature, mais voilà. Donc ça fait des bornes chères. C'est des bornes chères pas parce que ça fait du V2G, parce que c'est des bornes d'essai. Les bornes d'essai, normalement, c'est fait pour la forte puissance sur autoroute. C'est des bornes qui coûtent cher. Et c'est qu'une question de volume, en fait. Aujourd'hui, les bornes, nous, on les a, les bornes d'essai, maintenant à 3 500, 4 000 €, alors que quand on a commencé, elles étaient à 8 000. La seule différence, c'est on s'est engagé auprès d'industriels, des fabricants de bornes, sur plusieurs centaines d'unités, et en fait, très rapidement, on a des économies d'échelle, et on sait qu'avec des futures économies d'échelle, si on va sur quelques milliers de bornes, on descend à moins de 2 000 € la borne d'essai V2G, par rapport à une borne classique qui vaut quelques centaines d'euros. Donc si vous gagnez quelques centaines d'euros par an grâce à votre borne V2G, en DC, ça marche. Et encore mieux en AC, si le constructeur fait l'investissement dans la voiture, là du coup ça fait un surcoût. Il me semble que pour une borne Renault, typiquement, c'est plus 600 € avec l'installation sur la R5. Si vous voulez avoir la borne bidirectionnelle, plus 600 €, voilà, vous l'amortissez très rapidement avec vos services V2G. Alors d'ailleurs à ce sujet, il y a une question qui est arrivée sur le site de Covoltis, là, puisqu'on est en ligne en direct également. Je rebondis à Quentin. Question sur le V2G en ACI. Est-ce qu'il faut une certification borne plus voiture ou une certification interopérabilité? Voilà, interopérable. Alors Yasmine, ouais. Juste un mot sur le coût, je me permets, et après, juste à la question de monsieur. Effectivement, de toute façon, pour avoir un business model viable, vous travaillez sur le revenu et sur vos coûts. Les revenus, ça va venir du marché. On voit une évolution à cause de l'arrivée des énergies renouvelables. Il y a un volume additionnel en termes de besoins pour la flexibilité. Et en termes de coûts, tu l'as dit, encore une fois, voilà. Plus on fait de l'embarqué, mieux c'est. Donc la technologie AC dans ce sens-là a beaucoup de valeur, et plus on peut mettre des choses dans la voiture, et en particulier le comptage embarqué, j'y reviens, j'en ai parlé il y a 7-8 ans, mais je pense que c'est une technologie qui manque. Et ensuite, je laisse la parole à Axel. Je sais que vous n'êtes pas trop fan de comptage embarqué, mais on pourra en reparler. Et avant de laisser la parole à Axel, à la question de la personne qui écoute, l'interopérabilité entre la voiture et la borne, de toute façon, est obligatoire, sinon ça ne marche pas. Aujourd'hui, les systèmes qui sont sur le marché sont des couples véhicules-bornes. Et par définition, ils sont interopérables entre eux. La question, c'est est-ce qu'ils sont interopérables avec des protocoles ouverts, et ils sont donc interopérables
avec d'autres engins. Après, sur les certifications, je te laisse. Ouais. Non, mais le sujet de l'interop, il est fondamental. Aujourd'hui, la norme 1518 existe avec son option -20 qui permet d'embarquer le V2G. Aujourd'hui, il n'y a pas disponible sur le marché. Prenez n'importe quelle borne, n'importe quel véhicule, vous connectez, il y a une probabilité nulle que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut intervenir avec quelques ingénieurs pour arriver à faire fonctionner le machin. On y arrive à la fin, hein, mais ce que je veux dire, c'est pas du prêt-à-porter, quoi. On est encore dans la customisation. En revanche, avec un couple connu, vous achetez une R5 et la borne chez Renault, vous mettez les deux ensemble, là ça fonctionne, bien sûr. Mais le jour où vous changez de marque de véhicule, ça va charger la voiture, hein, il n'y a aucun problème, vous pourrez charger et aller travailler. En revanche, est-ce que ça pourra faire du bidirectionnel? Moins sûr. Par rapport à la question sur la certification, aujourd'hui, en l'état des textes français et européens sur le sujet, quand vous faites de l'AC, du courant alternatif, une borne avec courant alternatif, vous devez certifier le couple, effectivement, parce que pour pouvoir répondre au code réseau européen et français, il faut que certaines intelligences soient dans la borne, d'autres dans la voiture, et c'est l'ensemble des deux qui fonctionne. Donc à ce stade-là, c'est comme ça. Donc ça freine un déploiement massif généralisé, et c'est ce sur quoi on va travailler tous ensemble, acteurs énergéticiens, acteurs de l'automobile, constructeurs de bornes, pour faire en sorte que ce soit plus le cas, mais aujourd'hui c'est le cas. C'est pas le cas en DC, en courant continu, seule la borne doit être certifiée. D'accord ? Mais ça vaut 5 000 € ou 4 000 €, alors qu'une borne AC, ça vaut 1 000, 1 500 en général. Voilà. D'accord, très bien. Une autre et dernière question. Oui, alors 2 questions, ce seront sans doute les dernières, sinon la maîtresse du temps que je suis avance ce soir, sauf si vous êtes disponible jusqu'à 22h. Voilà. Donc, j'ai adoré le nom féminin qui est arrivé. Oui, alors merci pour vos... Vous pouvez vous lever ? Oui. Ouais, super, merci pour vos interventions. Alors, question un peu moins technique, on parle beaucoup, c'est un terme plutôt en vogue en ce moment qui est l'autoconsommation. Alors, ma question est-ce qu'on peut transposer l'autoconsommation d'un particulier ? Est-ce qu'elle est quid de la faisabilité sur un professionnel qui voudrait massifier ce sujet d'autoconsommation dont on va peut-être parler sur une autre table ronde ? Qui veut répondre ? Axel. Alors, d'abord, l'autoconsommation existe aujourd'hui pour les particuliers comme pour les entreprises. C'est déjà le cas pour de la production solaire ou éolien local, c'est un peu plus rare, mais solaire. Donc, quand vous êtes producteur et consommateur sur un même site, vous pouvez autoconsommer sans problème. Il y a des choses à respecter, mais ça fonctionne déjà. Avec une voiture, parce que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, vous pouvez autoconsommer dès que vous avez un véhicule qui injecte, et tous les exemples qu'on a cités avec Quentin depuis tout à l'heure sont des exemples où il y a de l'autoconsommation. Quand vous achetez une borne réversible, un véhicule réversible chez vous, et que le véhicule injecte, il y a une partie que vous allez autoconsommer, et seulement le résiduel, c'est-à-dire l'injection moins ce que vous êtes en train d'autoconsommer, qui sera injecté sur le réseau. Pareil pour les entreprises. Pour les entreprises, le modèle est encore plus élevé parce que jamais ou très rarement la somme des voitures en train d'injecter dépasse la consommation du site. Donc du coup, c'est pour ça que je dis on est essentiellement en V2B, voire exclusivement V2B aujourd'hui. Quand vous êtes sur des entreprises, que vous avez 4-5 voitures V2G sur le parking, tout ce qu'elles injectent est consommé par les voitures d'à côté, par le building, etc., etc. Donc l'autoconsommation, nous, on est hyper favorable à ça côté réseau, parce que annuler de la consommation à la pointe par de l'injection véhicule, c'est l'idéal, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de transit sur le réseau qui vient au moment des pointes. Donc c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui sera encouragé à l'avenir, et il faut commencer par faire ça avant de faire des services complexes au service du réseau. Alors, on a plein de questions qui arrivent sur le site. Malheureusement, on est désolé, on ne pourra pas répondre à tout le monde ici en direct, mais on répondra à tout le monde. Après, toute l'équipe de Covoltis vous répondra personnellement. J'ai une autre question là-bas. Allez-y, monsieur, bonjour. Bonjour, une dernière question d'un usager. Je fais partie des 30% de familles en France qui ont 2 véhicules. Comment je fais ? J'ai besoin de 2 bornes ou une seule borne pour les 2 véhicules ? J'aime bien ces questions, c'est pouf, clair et net. Bonjour Hervé.
Donc, un ami de longue date, en fait, je n'avais pas eu depuis longtemps. Un ami qui vous veut du bien. Non, tu n'as pas besoin de bornes, sachant que si tu veux que les deux voitures à terme fassent du V2G, oui, il faudrait avoir 2 bornes ou une borne avec 2 prises. En revanche, si l'objectif est de charger ton véhicule, un véhicule électrique que tu charges, en général, tu le charges une fois par semaine. Donc, la seule borne peut utiliser alternativement, tu peux l'utiliser pour tes 2 voitures. Et alors, une très très bonne question sur Internet, je vais vous la lire, c'est dommage, je n'ai pas le prénom, mais on vous remercie. Les constructeurs auto sont-ils engagés dans la production à grande échelle de véhicules compatibles V2J? Si le surcoût à la production est minime, pourquoi l'offre est-elle encore si limitée? Alors, je ne suis pas constructeur, mais je pense connaître la réponse. Alors, on vous écoute, Hassan. La fameuse norme ISO 15168-20, dont on parlait, là, il faut que je bouge, en fait, c'est le micro qui... Non, remonte. Je pense que c'est... Je ne sais pas où est l'antenne, mais ça doit être un peu long, je ne sais pas. En tout cas, cette fameuse norme, elle n'est pas si ancienne que ça. Il y avait une norme au départ pour le courant continu, donc qui a été créée pour la prise CHAdeMO, mais celle qui concerne nos véhicules et les prises européennes, c'est une norme finalement récente. Et elle a été finalisée qu'il y a 2 ans finalement. Les constructeurs étaient au courant, se préparaient déjà. Et donc, il faut savoir que la Renault 5 et la techno embarquée qu'on voit arriver sur le marché a été imaginée depuis 2 à 3 ans. Donc, les véhicules vont arriver et je pense que la concurrence fera que tous les véhicules d'ici 2 ans, 3 ans, tous seront systématiquement compatibles V2G. Et ben voilà, comme ça, tout le monde a la réponse. Merci beaucoup. Je vais récupérer un micro. C'est bizarre de parler... Hop là, attention Hassan. Merci beaucoup, on peut les applaudir tous les 4. On va passer à la seconde table ronde. Il y a juste Yasmine qui reste avec nous. Et je vous laisserai redescendre. Nicolas, je vais récupérer le micro si tu veux bien.